J'ai vraiment le sentiment que Trump et Netanyahou sont en ce moment les deux hommes les plus dangereux de la planète. Donald Trump a bien sûr trompé ses électeurs, cette base MAGA, Make America Great Again. C'est une trahison, et une trahison douloureuse. Ce que beaucoup de gens remarquent maintenant, c'est que Trump se retrouve face à un problème qu'il est incapable de résoudre. Un problème qui auparavant n'existait même pas. De toute évidence, cette guerre ne porte pas sur le programme nucléaire iranien. De quoi s'agit-il vraiment? Gegen den Strom. Zur Person. Hallo bei Gegen den Strom. Bonjour et bienvenue dans Contre le courant. Ici, nous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande préfèrent passer sous silence. Il est historien et chercheur pour la paix. Il mise sur le fait que, comme il le dit, la famille humaine ne se laissera pas entraîner dans de nouvelles guerres. Pour cela, les va-t-en-guerre et leur soutien dans le monde académique le diffament comme un complotiste. J'ai vérifié son travail, notamment sur les armées secrètes de l'OTAN, à l'époque où je travaillais moi-même sur les services de renseignement, et il s'est avéré que tout était exact. Bonjour Daniel Ganser. Bonjour Patrick, je suis vraiment content que tu sois venu me voir. J'apprécie beaucoup ton travail. Merci d'avoir pris le temps pour nous. On se tutoie, on se connaît depuis presque 10 ans et on travaille souvent ensemble, avec plaisir. Daniel, le chancelier fédéral, dit « Israël fait le sale boulot pour nous ». Le président américain, Donald Trump, dit « Je vais bombarder l'Iran jusqu'à le renvoyer à l'âge de pierre, là où il appartient ». Il veut détruire une civilisation, c'est ce qu'il affirme sur Truth Social, son propre canal. Qu'est-ce que tu sais quand tu entends ça? Je suis bouleversé comme beaucoup d'autres. Je pense que le Premier ministre israélien, Netanyahou, représente un vrai danger pour la paix mondiale. Clairement. Il a commis un génocide dans la bande de Gaza. Et maintenant, avec le président américain Trump, il a attaqué l'Iran le 28 février 2026. Et tu sais, Trump et Netanyahou avaient déjà envahi l'Iran en juin 2025, pendant la guerre des 12 jours. Ça veut dire que ce sont deux violations évidentes du droit international. Et franchement, j'attendrais d'un chancelier allemand, que ce soit Merz ou n'importe qui d'autre au pouvoir, qui dise simplement « Les États-Unis et Israël ont violé le droit international ». C'est à condamner. Ce sont des guerres d'agression. Mais rien n'est plus difficile pour le gouvernement allemand que de critiquer Israël et les États-Unis. Ce sont des faibles. Moi, je trouve que oui, il n'y a tout simplement pas de principe. On ne peut pas dire qu'on critique l'invasion russe de l'Ukraine du 24 février 2022. Moi aussi, je la critique. Je dis clairement que selon moi, c'était illégal. Mais, et là j'ai lu ton travail avec beaucoup d'intérêt, ton livre « Des deux côtés du front ». Je veux dire, il y a eu l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Il y a eu le coup d'État de 2014, quand Yanukovych a été renversé et chassé du pouvoir. Et il y a eu les tireurs embusqués sur le Maïdan. Autrement dit, lors de l'invasion russe de l'Ukraine, on peut dire que c'était une violation du droit international, mais qu'elle a été provoquée par l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Dans le cas de l'attaque contre l'Iran, je ne vois pas les choses ainsi. Pour moi, c'est vraiment une guerre choisie, un war of choice. Un conflit que Netanyahou et Trump ont décidé de mener, avec des conséquences très graves et de grande portée. Et on se demande encore tous comment tout cela va évoluer. Mais je pense que les Européens, ce n'est pas seulement Merz qui est faible, parce qu'il ne critique pas cette situation. On a aussi Macron, le président français, qui ne l'a pas clairement condamné. Même Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, ne l'a pas clairement condamné.
Franchement, je dois dire que les seuls Européens courageux en ce moment, ce sont les Espagnols. Pedro Sánchez est le président à Madrid, et il a dit deux choses. D'abord, il a déclaré que le 28 février 2026, l'attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran constitue une violation du droit international. Là-dessus, Pedro Sánchez a tout à fait raison. Et ensuite, il a ajouté que les États-Unis ne doivent pas utiliser les bases militaires en Espagne pour attaquer l'Iran en violation du droit international. À mon avis, c'est tout simplement la seule position raisonnable. Ces autres responsables politiques européens, appelons-les comme ça, qui suivent les États-Unis. Max Weber aurait peut-être parlé, pour reprendre son expression, de la cage d'acier de la servitude. Est-ce que ces gens-là sont d'une certaine manière soumis aux États-Unis? Franchement, j'ai l'impression qu'il manque tout simplement de courage. Tu vois, par exemple, on a bien vu comment des avions américains ont été détruits en Arabie Saoudite par des drones iraniens. Donc d'abord, il y a eu cette attaque d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Et ça, c'est déjà illégal. Pas besoin d'en débattre longtemps. Certains m'ont dit, oui, mais bon, le gouvernement iranien n'était pas terrible non plus. Ils avaient la peine de mort. Moi, personnellement, je suis contre la peine de mort. Bien sûr qu'il y a eu des innocents exécutés en Iran, c'est vrai. Mais on ne va pas pour autant bombarder les États-Unis parce qu'ils ont la peine de mort et qu'ils ont déjà exécuté des innocents. Donc, pour moi, le principe de base, c'est qu'il faut d'abord respecter le droit international. Et l'article 2 dit très clairement que les membres de l'ONU, issus de tous les 193 États, s'engagent, et je cite, à s'abstenir dans leurs relations internationales de toute utilisation ou menace de la force. J'ai beaucoup développé ce point dans mon livre « Guerres illégales », et c'est pour ça que je dis souvent ce serait déjà un premier pas de s'en tenir à ce principe. Ensuite, il y a eu des avions militaires américains qui ont fait escale à Ramstein avant de poursuivre vers la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, d'où ils ont participé au bombardement contre l'Iran. Et ça, l'Allemagne ne devrait pas le permettre, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et sur l'ARD ou la ZDF, pour des raisons que tu connais sans doute mieux que moi, on ne dit jamais que les bases militaires allemandes sont utilisées par les États-Unis pour motiver bases illégales. J'ai l'impression qu'ici, on ne diffuse pas ce qui intéresse vraiment les spectateurs, mais ce que les chefs veulent entendre. Est-ce que le moralisme, au fond, c'est une forme d'opportunisme? Je pense que oui, parce que ce serait vraiment passionnant pour les gens d'avoir une émission de l'ARD là-dessus. On pourrait dire, voilà, l'Iran a été attaqué par Trump et par Netanyahou, et on pourrait le montrer. On pourrait aussi montrer où se trouvent les bases militaires américaines. Elles sont en Irak, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats, au Qatar, en Arabie Saoudite, mais aussi en Allemagne. La plus connue, c'est Ramstein, mais il y en a beaucoup d'autres. Prenons simplement Ramstein. Il y a aussi des bases militaires en Italie et d'autres en Espagne. Ce serait bien qu'on montre ça aux gens, qu'on leur dise « voilà la carte, voilà les faits, ce sont les bases militaires, et voici comment elles ont été utilisées ». Mais ça, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Je fais des recherches sur ces sujets. Je sais que toi aussi tu le fais. Mais on a énormément de mal à vraiment porter tout ça à l'attention du public. En réalité, on ne peut l'expliquer aux gens que par nos chaînes YouTube. Et je pense sincèrement qu'il y a une tendance. Les gens se demandent pourquoi ils devraient encore regarder la télévision publique si les sujets vraiment passionnants n'y sont même pas abordés. Aux États-Unis aussi, il y a en ce moment un débat très dynamique lancé par le YouTuber Tucker Carlson, qui a environ 5 millions d'abonnés. Et lui, il dit simplement « Écoutez les amis, il faut qu'on parle de l'influence de Netanyahou sur Trump.
autrement dit de l'influence d'Israël sur les États-Unis. Et ce débat-là est bien plus intéressant que ce qu'on trouve chez nous, dans les médias comme l'ARD, l'ORF ou la SRF. Ce qu'on n'entend pas non plus, c'est que les États-Unis maintiennent environ 800 bases militaires dans le monde entier. Et selon une étude de l'université Brown, aux États-Unis, ils ont mené plusieurs centaines d'opérations de changement de régime et de guerre d'agression depuis 1945. Pourquoi est-ce que ça, on n'en parle jamais? Parce qu'en fait, on n'enseigne que jusqu'à 1945. À l'école, on dit on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Hitler était méchant et voilà, fin de l'histoire. Bon, Hiroshima et Nagasaki, on peut encore en parler. Mais l'Iran, ça, non, ce n'est pas enseigné. L'armée secrète de l'OTAN, Gladio, non plus. Le coup d'État contre Mossadegh en 1953 en Iran, organisé par le MI6 et la CIA, ça non plus, on n'en parle pas. Noriega, en 1989 au Panama, pareil, ce n'est pas enseigné. Ou encore la chute de Kadhafi en Libye, en 2011, ça non plus, on ne l'enseigne pas. Et c'est vraiment l'impression qu'on a dans les lycées, en Suisse, en Autriche et en Allemagne. On peut enseigner jusqu'à 1945. Mais au-delà, il faut absolument dire que l'OTAN est une force pour la paix. Alors, disons que, récemment, j'étais en Autriche. Et là, un professeur d'histoire autrichien est venu me voir après une conférence. Il m'a dit « Merci beaucoup pour votre travail. J'en ai intégré une partie dans mes cours. » Et pendant la discussion, je lui ai répondu « Oui, mais c'est pas toujours simple. » Il m'a alors expliqué « Oui, je dois toujours faire un peu attention, parce que critiquer les guerres des États-Unis, ça peut vraiment créer des tensions en salle des profs, ou même provoquer des appels de parents. Et je pense que c'est pareil à l'université. Dans les séminaires d'histoire, je connais bien la situation. On n'a en fait pas le droit de remettre en question le 11 septembre, ni toute la guerre contre le terrorisme, qui a pourtant été très bien analysée par le projet Cost of War de l'université Brown. Ce sont des crimes incroyables. Il y a Guantanamo, avec la torture, puis Abu Ghraib, encore de la torture, ensuite des guerres d'agression, des morts en Irak, et les mensonges sur les armes de destruction massive. Donc la matière est là, et à mon avis, il faudrait vraiment une réflexion critique sur l'impérialisme américain. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement Trump. Joe Biden, son successeur, n'a fait qu'attiser la guerre en Ukraine. Il n'a rien fait pour calmer la situation. Et avant Biden, on avait déjà Trump. Trump, à l'époque, je voudrais peut-être le rappeler rapidement si vous me le permettez, a essayé de renverser le gouvernement au Venezuela. Aujourd'hui, il a effectivement écarté Maduro du pouvoir. Mais déjà à l'époque, il avait tenté de le faire. Et il a aussi tué Soleimani, un Iranien, un haut responsable iranien qui se trouvait en Irak. Avant lui, il y avait Obama. En 2011, Obama a renversé le gouvernement en Libye. C'était clairement illégal. Avant Obama, il y avait Bush. Bush a envahi l'Irak en 2003. Et avant Bush, il y avait Clinton. Clinton a bombardé la Serbie en 1999. Donc c'est une très très longue liste de crimes commis par les États-Unis. Mais tout cela, on ne l'enseigne pratiquement pas. À mon avis, c'est un problème systémique dans le système éducatif allemand. Ce qui frappe, c'est qu'à propos de toutes ces guerres, il y a toujours eu un large consensus à Washington sur le plan politique. D'où vient ce consensus? Qu'est-ce que l'hégémon veut vraiment obtenir? Hégémonie. Le pouvoir dominant veut l'hégémonie. Alors, une personne ordinaire, disons en Suisse ou en Allemagne, se dit « Bon, les États-Unis, je vois à peu près. La capitale, c'est Washington. Il y a environ 330 millions d'habitants. On connaît Trump, c'est le président. On sait que la Californie a de belles plages, que Hawaï fait aussi partie des États-Unis et qu'en Floride, il y a des alligators.
Voilà, c'est un peu cette image qu'on a, non? Cette impression générale des États-Unis. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a deux partis, les démocrates et les républicains. Trump fait partie des républicains, Obama était démocrate, Bush était républicain et Clinton, lui, était démocrate. Mais ce qu'on voit bien, c'est que quand il s'agit de guerre, les deux camps ne se font aucun cadeau. Les deux mènent des guerres, aussi bien les démocrates que les républicains. Et puis, le professeur américain Noam Chomsky, que j'ai rencontré une fois à Boston au MIT, a dit quelque chose de très juste. L'électeur américain n'a en réalité le choix qu'entre deux partis de la guerre. Il peut voter pour les républicains, c'est un parti de la guerre, ou pour les démocrates, mais eux aussi, c'est un parti de la guerre. Et on le voit très bien, Patrick, quand on regarde qui vote pour l'augmentation du budget militaire, parce que ce budget doit toujours être approuvé par le Parlement. Le président, lui, ne peut pas simplement dire « je veux tel ou tel budget militaire ». C'est le domaine réservé du pouvoir législatif. Et aux États-Unis, ce pouvoir se divise entre le Sénat avec 100 sénateurs et la Chambre des représentants avec 435 députés. J'ai développé tout cela dans mon livre Imperium USA. Autrement dit, c'est disons un peu plus de 500 parlementaires, en réalité 535. Ce sont eux qui décident si l'on augmente le budget de la défense ou de la guerre. Et là, aussi bien les démocrates que les républicains sont toujours d'accord pour faire couler encore plus d'argent vers la guerre et l'armement. À mon avis, c'est le comportement typique d'un empire dont le Parlement ne mise plus du tout sur la paix. Et le Parlement ne se demande même pas quels sont au fond les besoins des citoyens. Parce qu'il y a 100 millions d'Américains sur les 330 millions du pays. 100 millions de personnes n'ont aucune épargne. Aucune. C'est presque un tiers de la population. Un tiers de la population. Et ces gens-là, on les laisse, comment dire, traîner quelque part entre la drogue et la rue. Alors moi je dis, pourquoi Trump attaque-t-il l'Iran, qui commence par remettre de l'ordre dans son propre pays? Il y a tellement de gens qui souffrent, il devrait s'occuper d'eux. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on est face à une oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns, des oligoi, comme on dit. Parce qu'une campagne présidentielle, rien que pour pouvoir se présenter, ça coûte au minimum 500 millions de dollars. Certains disent 900 millions. Bref, de l'argent que ni toi ni moi n'avons. Et franchement, qui a 500 millions de dollars? Donc, pour devenir président, il faut forcément avoir beaucoup de donateurs. Et ces 100 millions de pauvres, eux, ils ne peuvent certainement pas te donner 1 million. Ils n'ont pas non plus 5 000 euros, ni 5 000 dollars, même pas 1 000 euros. Et pourtant, ils sont 100 millions. Parce que la plupart des Européens, quand ils pensent aux États-Unis, ils pensent à Donald Trump, bien sûr, un milliardaire, ou à Elon Musk, encore un milliardaire, ou à Madonna, à Tom Cruise, au moins des millionnaires. On voit surtout les Américains qui réussissent, les plus connus, Taylor Swift, et ainsi de suite. Robert De Niro, on le connaît encore, les acteurs. Mais les Américains pauvres, ceux qui cumulent 3 boulots et qui n'arrivent quand même pas à s'en sortir, ceux-là, on les voit presque pas ici. Et pourtant, ils sont 100 millions sur une population totale de 330 millions. Je les connais en partie parce que je vais souvent aux États-Unis et que je parle bien sûr avec les gens là-bas. Et je dois dire que beaucoup de personnes dans mon entourage ont voté pour Donald Trump par protestation. Mais maintenant, Donald Trump n'a pas tenu ses promesses, ni sur le plan social, ni sur le plan économique. Est-ce que c'est aussi une des raisons de cette nouvelle attaque contre l'Iran? Donald Trump a clairement trompé ses électeurs, sa base MAGA, Make America Great Again. C'est une trahison, et une trahison douloureuse,
parce qu'il avait promis de ne pas lancer de nouvelles guerres. C'était en fait l'une de ses promesses de campagne les plus importantes. Il disait que les États-Unis ne devaient pas se laisser entraîner dans tel ou tel conflit. Il avait aussi parlé de la guerre en Ukraine. Il avait critiqué Joe Biden très durement, en disant « Moi, je mettrai fin à cette guerre en 24 heures », ce qu'il n'a pas fait. Et surtout, dans son premier mandat, donc pendant ses 4 années au pouvoir, 2017, 18, 19 et 20, il a, disons-le, tenté de renverser le gouvernement au Venezuela. Et il a fait assassiner Qasem Soleimani en Irak. Ça veut dire qu'on voit déjà là-bas cette idée de frappe de dissuasion. Mais il n'a pas fait des choses aussi folles que ces attaques contre l'Iran. Et là, je comprends les Américains quand ils disent « Hey, tu as trahi toutes nos attentes. Tu n'as pas mis fin à la guerre en Ukraine et en plus, tu as déclenché une nouvelle guerre. » Et là, Patrick, c'est justement le point. Dès le premier jour de cette guerre, le 28 février 2026, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Par ce détroit passent environ 20 millions de barils de pétrole par jour. Un baril, c'est 159 litres. Et la consommation mondiale quotidienne, c'est 100 millions de barils. 20 millions de barils, ça veut dire 20% qui ne passent plus. Bien sûr, l'Iran a dit que de temps en temps, un navire chinois pouvait traverser, ou quelqu'un d'autre, un ami, pouvait passer. Et ça a eu pour effet que le prix du pétrole est passé d'environ $70 à plus de $100. Ça ne veut pas dire que Trump ne peut plus prendre l'avion. Franchement, ça ne le touche pas. Pas à court terme en tout cas. Mais si on pense à ces 100 millions de citoyens pauvres, pour eux, ça devient très vite une question de survie. Parce que si la facture d'essence devient trop élevée, ils ne peuvent tout simplement plus faire le trajet pour aller travailler. Et ce n'est pas seulement comme ça aux États-Unis. J'ai un exemple d'un pêcheur en Thaïlande qui m'a dit « Je ne sors plus en mer parce que le carburant dont j'ai besoin pour aller pêcher coûte plus cher que la marge que je fais en vendant le poisson. En gros, je peux sortir 3 fois, mais au bout du 3e jour, je suis en faillite. Donc, je ne sors plus. » Et ça, c'est vraiment la faute de Trump et de Netanyahou. Est-ce qu'ils se sont trompés dans leurs calculs? Absolument. Ils se sont complètement plantés. Ce que j'ai l'impression, c'est que David Barnea, c'est le chef du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Il y a aussi le Shin Bet et d'autres services, mais selon moi, Israël a envoyé David Barnea à Washington. Il y a d'ailleurs des articles à ce sujet dans le New York Times. David Barnea était à New York et Benjamin Netanyahou aussi. Enfin, en réalité, on sait que le chef du Mossad et le premier ministre, ils n'étaient pas à New York, ils étaient à Washington, à la Maison-Blanche. Et là, ils ont dit à Trump, « Regarde, l'Iran, le régime est fragile, on frappe une fois et tout s'effondre. » Ensuite, le Mossad a piraté toutes les caméras à Téhéran. Ces caméras, elles transmettent les images par le réseau sans fil, par le Wi-Fi. Il n'y a pas toujours de câble branché, souvent c'est du sans fil. Ils les ont piratés et à partir de là, ils pouvaient, comme des gens de l'intérieur, toujours vérifier où se trouvait l'ayatollah Ali Khamenei. Ils ont utilisé les caméras des Iraniens pour surveiller les Iraniens eux-mêmes. C'est un peu comme avec les smartphones. On se sert de l'appareil des gens pour les espionner. Et donc, ils savaient que l'ayatollah Ali Khamenei se trouvait le 28 février dans cette pièce, au palais présidentiel, rue Pasteur, à Téhéran. Ensuite, ils sont simplement arrivés avec des avions et ont tiré une série de roquettes sur l'endroit. C'est une tentative d'assassinat. Tout gouvernement au monde devrait condamner ça, parce que si ce genre de choses devient, disons, la norme, alors que Dieu nous vienne en aide. L'assassinat ciblé d'un chef d'État, et pourtant, l'Iran reste mesuré dans ce conflit.
Et puis, cette tentative d'assassinat a manifestement échoué. À quoi est-ce que ça tient selon vous? Je ne dirais pas que c'est un échec, non. L'ayatollah Ali Khamenei est mort. On voulait provoquer un changement de régime. Ça oui, ça a échoué. Mais Ali est mort. Il avait 86 ans. Il est mort. Et maintenant, c'est Moshtaba, son fils, qui devient le nouvel ayatollah. Les gens disent, mais il n'est pas élu par le peuple. C'est vrai. Je ne dis pas que l'Iran est une démocratie. Mais on n'a pas le droit de bombarder un pays simplement parce qu'il n'est pas démocratique. Le droit international ne dit pas ça. Il y a une interdiction de la violence entre ces 193 États, sauf si un pays a un mauvais gouvernement. Non, justement, c'est pas ce que ça veut dire. Il peut y avoir un mauvais gouvernement dans un pays, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de le bombarder. Et Moshtaba Khamenei, pour bien comprendre, c'est avec lui que les États-Unis et Israël doivent maintenant négocier. Apparemment, il est blessé, on ne sait pas exactement. En tout cas, il n'apparaît pas en public. C'est avec lui qu'ils doivent discuter, parce qu'il a aussi été blessé dans cette pièce, peut-être grièvement, je ne sais pas. Et là, je ne peux que dire une chose, ils ont tué son père, ils ont tué sa mère, et ils ont tué sa femme. Et c'est avec lui qu'ils doivent maintenant négocier. Je pense que ça va être difficile. Comment tu décrirais la situation? Est-ce qu'on est arrivé à un point du conflit où plus aucun camp ne peut faire marche arrière? Moi, je trouve la situation tout simplement dangereuse. Parce qu'on a l'Iran, enfin Trump et Netanyahou, qui ont violé le droit international. Ça, c'est la première chose. C'est un fait. Et ça restera dans les livres d'histoire. Cette page-là est déjà écrite. Netanyahou a en plus commis un génocide dans la bande de Gaza. Cette page-là aussi est écrite. Donc il n'y a pas de belle histoire à raconter sur Netanyahou. Et Trump, lui, s'ajoute à ça avec la trahison à votre propre peuple. Cette page aussi est déjà écrite. Et puis, je pense qu'on n'a pas vraiment compris l'Iran. On a dit, ils sont rien, ils ne peuvent rien faire, et ainsi de suite. Mais c'est une civilisation vieille de plusieurs millénaires. Je me souviens encore quand j'étudiais l'histoire antique, c'était évident. Les Perses, c'était du sérieux. Les guerres contre les Perses, ça date pas d'hier. Et l'Iran, lui, a la puissance de la géographie. C'est ça qui m'intéresse le plus. L'Iran peut fermer le détroit d'Ormuz, qui ne fait que 30 km de large. Et si l'Iran dit « plus aucun navire ne passe », qu'est-ce qu'on fait? On peut dire « on veut quand même passer », mais alors ces navires se font tirer dessus. Oui, mais ensuite, tu fais demi-tour et tu te dis « non, je ne veux pas couler dans cette voie étroite de 30 km ». Et là, si tu es un commandant américain et qu'on te dit « libère le détroit d'Ormuz », eh bien, tu devrais détruire toutes les roquettes iraniennes, les neutraliser. Il faudrait aussi éliminer tous les drones, y compris les drones sous-marins, puis tous ceux qui volent dans les airs. Et ensuite, il faudrait encore enlever toutes les mines terrestres jusqu'à ce que ce passage soit à nouveau sûr. En somme, il faudrait vaincre l'Iran. Et ça, c'est impossible. Pour moi, ça veut dire une chose. La plus grande marine du monde, c'est bien la marine américaine, si on parle du nombre de navires de guerre et de l'expérience. Je ne remets pas ça en question. Les États-Unis sont l'empire. Mais là, ils ont un vrai problème. Ils ne sont même pas capables de libérer le détroit d'Ormuz. Et pour moi, ça veut dire que je regarde toujours très attentivement, en fait, presque tous les jours. Est-ce que le détroit est ouvert? Pour qui est-il ouvert? Est-il fermé? Pour qui est-il fermé? Et puis Trump a même ajouté un deuxième blocus, en dehors du premier. Mais ça n'aide pas du tout. Au contraire, ça rend les choses encore plus absurdes. L'idée, ce serait justement de rouvrir ce passage. Et tu sais, Patrick, quelque chose qui me frappe et que beaucoup de gens remarquent aussi,
c'est que Trump n'arrive pas à résoudre un problème qui en réalité n'existait pas avant. On n'avait aucun souci avec le détroit d'Ormuz, le 27 février 2026. Les navires sortaient, entraient, repartaient, allaient où ils voulaient. Ils ont transporté du GNL, donc du gaz naturel liquéfié, vers l'Allemagne. Après que l'Allemagne, déjà sous Scholz, mais aussi ensuite sous Merz, s'est séparée du pétrole et du gaz russe dans un acte d'une bêtise absolument énorme, eh bien le résultat, c'est que le pays s'appauvrit. Moi, je suis tout de suite pour que l'Allemagne recommence à importer du pétrole et du gaz de Russie. Il faudrait appeler à Moscou et dire « Nous sommes désolés, beaucoup de choses se sont mal passées. Nous nous sommes très mal comportés et nous avons mal parlé de vous. Nous sommes désolés. » Et puis demander « Vous avez encore du pétrole et du gaz ?» Parce que cette idée d'importer depuis le Qatar, soi-disant une région stable, eh bien ça ne marche pas non plus en ce moment. De toute évidence, cette guerre ne porte pas sur le programme nucléaire iranien. De quoi s'agit-il vraiment? À mon avis, il ne s'agit absolument pas du programme nucléaire, parce qu'on avait déjà le JCPOA. C'était un système parfaitement conçu, où les Iraniens, les Israéliens, les Américains, les Britanniques, les Russes, tout le monde s'était mis autour de la table. Et là, un plan avait été établi. Juste pour que les gens comprennent bien, ce plan empêchait l'Iran de fabriquer une bombe atomique, parce que l'uranium n'y était pas enrichi à un niveau trop élevé. Mais malgré ça, le pays pouvait quand même avoir une centrale nucléaire. En Suisse aussi, on a des centrales nucléaires. Chaque pays devrait avoir le droit d'en avoir une. Les Français, par exemple, en ont beaucoup. D'autres pays n'en ont pas. Mais je crois qu'il y a environ 440 centrales nucléaires dans le monde. Voilà la situation. Ce n'est pas un crime pour un pays de vouloir une centrale nucléaire. C'est une décision politique, à laquelle on peut être favorable ou opposé. Je sais bien qu'il y a des raisons de s'y opposer. Fukushima, Tchernobyl et tout ça. Mais l'Iran, à Bushehr, a une centrale nucléaire. Et ce que je trouve complètement fou, c'est que les Israéliens et les Américains ont bombardé à moins de 70 mètres de cette centrale. Si on fait exploser le réacteur, on provoque une contamination radioactive dans tout le golfe Persique. C'est impensable. À un moment, il faut quand même dire aux États-Unis et aux Israéliens « ça suffit. Vraiment, ça suffit. » Et cet accord JCPOA, eh bien, c'était un plan que Trump a dénoncé. Trump l'a dénoncé. Et à mon avis, il ne s'agit pas vraiment de tout ce programme nucléaire, mais plutôt d'une tentative de démanteler le gouvernement iranien, de le renverser pour prendre le pouvoir, comme au Venezuela, où il n'était pas question d'une bombe atomique. Le Venezuela ne voulait absolument pas de bombe atomique. Puis Trump a fait enlever Maduro le 3 janvier 2020. C'était évidemment aussi une violation de l'interdiction du recours à la force de l'ONU. J'ai tellement étudié l'impérialisme américain que je vois bien qu'en 2020, ils ont commis à un rythme très rapide des erreurs très graves à mon sens. Et toutes allaient dans le même sens. Prendre le pouvoir dans un pays en renversant son gouvernement. Est-ce que cette guerre contre l'Iran va continuer? Est-ce qu'il s'agit de créer un grand Israël, d'une stratégie de domination au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce qu'il est question de contrôler les routes maritimes, de pétrole et de gaz? Ou bien est-ce une guerre par procuration contre la Chine? Ou tout ça à la fois? Je pense que tout ça, c'est lié, parce qu'il y a plusieurs acteurs en jeu. Je crois vraiment que Netanyahou veut réaliser le projet du Grand Israël. Ça irait du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et pourquoi je le pense? Parce que je vois bien qu'il mène en même temps une guerre contre le Liban. Il veut aller jusqu'au fleuve Litani, il bombarde le Liban sans relâche. Dans la bande de Gaza, il ne propose pas aux gens une solution honnête ou équitable. Et en Cisjordanie non plus.
En Syrie, il occupe aussi le plateau du Golan. Donc, quand je regarde la politique de Netanyahou, je vois clairement, et c'est un fait historique incontesté, qu'il mène une guerre sur plusieurs fronts. Il ne combat pas seulement l'Iran, il se bat aussi contre le Hezbollah au Liban et contre le Hamas dans la bande de Gaza. Kämpft gegen die Hamas im Gazastreifen, geht gegen die Palästinenser im Westjordanland. Il agit contre les Palestiniens en Cisjordanie. Il a aussi participé à la guerre en Syrie et à la chute d'Assad. Donc tout ça a du sens, si on part de l'hypothèse qu'il veut simplement agrandir le territoire d'Israël. Et d'une certaine manière, comme c'était peut-être écrit dans la Bible, je ne sais pas exactement à quoi il se réfère, mais il dit juste que ça doit être un peu plus grand. Évidemment, ça crée des tensions. Ça ne passe pas bien. Moi, personnellement, je suis partisan de la solution à deux États, c'est-à-dire qu'un État palestinien devrait être créé. Mais la bande de Gaza reste un champ de ruines. On est très loin de cette solution à deux États. Je pense aussi que l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël devrait être annulé, parce qu'on ne peut pas simplement défendre un génocide. Je ne comprends pas ça. Man kann ja nicht einen Genozid einfach verteidigen. Ich verstehe das nicht. Das sollten wir nicht tun. Und da hat Merz ja auch gesagt, ja, On ne devrait pas faire ça. Là, Merzi a aussi dit « Oui, oui, non, laissez-les faire. Ce n'est pas dangereux, soi-disant. » Mais si, c'est très dangereux. Donc oui, cette idée du Grand Israël, à mon avis, elle existe. Mais bien sûr, tout le monde en Israël n'est pas d'accord avec ça. Et surtout, tous les Juifs non plus. Il faut le dire, il y a des intellectuels juifs très brillants aux États-Unis, comme Jeffrey Sachs, qui font partie des critiques les plus sévères de Netanyahou. Je dirais même que les Juifs sont les critiques les plus dures de Netanyahou. Un Norman Finkelstein, un Jeffrey Sachs, ou encore un Max Blumenthal de Grey Zone, ce sont vraiment eux les vrais critiques. On ne trouve pas vraiment ça en allemand. Maintenant, la deuxième dimension dont tu parlais, que ce soit une lutte contre les pays des BRICS, contre la Chine, ou plus largement contre les routes pétrolières de la Chine. Oui, c'est aussi ça. Tu vois, en parallèle, de manière multicausale, je pense vraiment que Trump s'est dit, en fait, ce serait une bonne idée. On renverse l'Iran et du coup, on affaiblit le flux énergétique vers la Chine. Parce qu'une très grande part du pétrole et du gaz naturel qui allait passer par le détroit d'Ormuz allait justement vers la Chine. Et bien sûr, les Chinois sont un grand défi pour les États-Unis. Et il n'y a pas besoin de Netanyahou pour que ça pose des problèmes. Parce que les Britanniques et les Américains, à travers la CIA et le MI6, avaient déjà renversé le gouvernement iranien en 1953. Et pour moi, c'était clairement une lutte pour le pétrole. À l'époque, la situation était la suivante. J'en parle d'ailleurs dans un chapitre ici. Mossadegh, le premier ministre élu, le seul premier ministre élu du monde arabe à ce moment-là, oui, un vrai démocrate, un démocrate pur et dur. Il n'était alors question ni de bombes atomiques, ni de Mollah, rien de tout ça. Mais le MI6 et la CIA ont renversé le gouvernement. Et ils ont aussi mené des opérations sous fausses bannières. En gros, ils ont semé le chaos, organisé des attentats, tout ce qu'on veut. Ils ont déstabilisé Téhéran. Pourquoi ? Parce que Mossadegh avait dit à BP, British Petroleum, que oui, ce sont les Britanniques qui avaient découvert le pétrole en Iran. C'est vrai, les Britanniques ont foré. Mais les Iraniens ont ensuite dit, d'accord, mais c'est quand même notre pays, Roh. Et ce pétrole, il est chez nous. Donc on veut le nationaliser. Et c'est là qu'on a renversé le gouvernement en Iran. Pour moi, ça montre bien que c'est toujours, au fond, une lutte pour ces ressources naturelles. Et ça veut dire que le pétrole et le gaz, ce ne sont pas seulement des matières premières. Ce sont aussi des garanties de ressources pour de nouveaux crédits. Le capitalisme financier s'effondrerait-il sans l'accès à de nouvelles ressources? Oui, ce qui compte surtout, c'est dans quelle monnaie on paye. Si le pétrole est toujours payé en dollars,
Alors on a le système du pétrodollar que tu connais. Mais pour les auditeurs, le pétrodollar, ça veut dire que chaque pays qui achète du pétrole doit détenir des dollars. Parce que tous les pays ont besoin de pétrole. Nous, en Suisse, on en a besoin aussi. Donc on doit avoir des dollars, puisqu'on doit acheter le pétrole sur les marchés internationaux. Et ce système, en fait, ce sont les États-Unis qui l'ont mis en place dans les années 70. À l'époque, le président américain Nixon a supprimé l'étalon or. En 1971, il a simplement déclaré « Au fait, le dollar n'est plus garanti par l'or ». Et là, il était aussi question de dette, notamment celle liée à la guerre du Vietnam. Voilà. Schulden, nämlich die Verschuldung durch den Vietnamkrieg. Genau. Hat einfach die Regierung, irgendwann, jede Regierung ist natürlich... À un moment ou un autre, chaque gouvernement a essayé de se dire « Je peux bien imprimer mon propre argent ». Imagine que tu aies une presse à billets chez toi, ou que moi, j'en ai une à la maison. La première semaine, on n'y toucherait sans doute pas. La deuxième semaine non plus, on se dirait encore « Attention, ne pas y toucher, c'est mauvais pour le système financier mondial ». Mais au bout d'un mois, un ami t'appellerait peut-être pour te dire « Tu pourrais m'en sortir 300 ». Et puis cet ami aurait peut-être besoin d'une opération. Sa femme serait malade aussi. Alors tu te dirais « Bon allez, j'imprime ces 300, non ?» Donc oui, je comprends très bien que les États-Unis, qui ont vraiment la possibilité d'imprimer des dollars ou même de les créer sur un simple ordinateur à partir de rien, que ce soit une énorme tentation. On dit souvent, comment peut-on céder aussi vite à cette tentation? Eh bien, c'est une grande tentation. Moi, je suis content de ne pas l'avoir. Et toi non plus, tu ne l'as pas. Nous, on ne peut pas imprimer de l'argent. Mais les États-Unis, en tant que centre de pouvoir, donc la Fed, eux, ils peuvent créer de l'argent à partir de rien. Alors voilà comment c'était. De 1944 à 1971, il y avait le système de Bretton Woods. Le dollar était fixé à 35 $ l'once d'or. C'était le taux de change. Et tout un système de taux de change équilibrés liés les uns aux autres. Des taux fixes, le franc suisse était fixe, et le mark allemand était lui aussi rattaché au dollar. Et puis arrive Nixon, comme tu dis, pendant la guerre du Vietnam, et il déclare « Malheureusement, on n'a plus assez d'or ». Il a dit que c'était temporaire. Depuis 1971. Et moi, je suis né en 1972. Donc j'ai connu uniquement un monde où l'argent pouvait tout simplement être inventé. Franchement, c'est quand même dingue qu'on puisse juste inventer de l'argent, à partir de rien. Et puis à l'époque, il y avait Kissinger, Henry Kissinger, qui était le conseiller à la sécurité nationale du président Nixon. Nixon, c'était aussi un criminel. Trump est un criminel, Nixon en était un aussi. Je ne me fais aucune illusion là-dessus. Mais Nixon a dit, il faut qu'on veille à ce que la confiance dans le dollar ne disparaisse pas. Et c'est pour ça qu'Henry Kissinger a passé un accord avec les Saoudiens. Vous avez tellement de pétrole. Quand vous le vendez, vendez-le en dollars. Et c'était le pétrodollar, qui a plus ou moins bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Mais je vois maintenant cette attaque contre l'Iran. Et comme tu me demandais si les flux financiers changent aussi, eh bien oui, je vois un vrai danger. Parce que bien sûr, les Saoudiens, les Iraniens, les Qataris, les Émiratis, les Koweïtiens, tous les pays du Golfe pourraient finir par se dire « Ce que les Américains ont déclenché avec les Israéliens, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. » Je veux dire, imagine, tu es au Qatar, et là, les Américains utilisent la base militaire d'Al-Udeid, ce qu'ils ont déjà fait, oui, et ils bombardent l'Iran. L'Iran, lui, ne peut pas tirer à 10 000 km jusqu'aux États-Unis. C'est bien trop loin. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 km. C'est une sphère, et si on mesure à l'équateur, on obtient ces 40 000 km. Donc 10 000, c'est un quart de la circonférence terrestre. Et c'est à peu près cette distance qu'il faudrait parcourir pour atteindre les États-Unis avec un tir.
Autrement dit, ils savent qu'ils ne peuvent pas les atteindre. Et c'est la même situation pour l'Allemagne. Il y a aussi des bases militaires américaines là-bas. Alors les Iraniens ont simplement dit, très bien, dans ce cas, on efface la base militaire au Qatar. Évidemment, les Qataris s'en sont rendus compte. Ils voient bien que l'Iran est capable de détruire les bases américaines. Je suis déjà allé au Qatar, je m'en souviens. J'y étais pour une conférence avec d'autres journalistes, c'était vraiment intéressant. J'y ai donné une conférence et on a aussi visité Al Jazeera, la chaîne de télévision du monde arabe. On était au studio, on a parlé avec des journalistes. C'était intéressant, j'ai bien aimé. Mais ensuite, je me suis dit, bon, je prends un taxi et je vais à la base aérienne d'Al Udeid. Alors je demande au chauffeur, vous savez où c'est? Il me dit oui. J'étais tout seul. Je suis parti là-bas. C'est une base militaire américaine et à l'entrée, il y a toujours quelques soldats américains. J'arrive donc et je dis « Hello, sir, je viens de Suisse. Est-ce que je peux visiter la base militaire? Je suis historien. » Ils me répondent « Do you have permission? » Et moi « No, sir. » Alors ils me disent « Well, if you don't have permission, it's not possible, sir. » Je savais bien que je n'allais pas pouvoir entrer. Mais je voulais simplement voir cette base militaire. Et maintenant, je lis des articles à ce sujet dans les journaux. Et c'est ça, je trouve, le vrai danger. Que ces pays, au bout du compte, l'Iran, s'il contrôle le détroit d'Ormuz et qu'il y installe sa petite guérite de douane, il peut très bien dire $1 par baril. Et là, pour un grand pétrolier, 2 millions de barils, ce sont les supertankers, ça fait $2 millions à chaque passage. Et Patrick, moi, en tant que Suisse, je peux comprendre ça. Autrefois, quand les gens voulaient passer par le Gothard, les Suisses disaient aussi « droit de passage ». C'était notre business ici, en Suisse. Donc, si tu voulais aller d'Allemagne en Italie avec des marchandises, toi, tu aurais peut-être été le voyageur de commerce, et moi, le paysan suisse. Et je t'aurais dit, oui, monsieur Bab, vous pouvez bien passer par le Gothard, mais ça va vous coûter cher. Les pays du Golfe savent que s'ils servent de base de déploiement aux États-Unis contre l'Iran, alors l'Iran frappera leurs infrastructures. Les centres de données, les bâtiments, les réseaux de transport, les installations de production de pétrole et de gaz, ainsi que les usines de dessalement. Autrement dit, ces pays deviendraient inhabitables. Si la climatisation ne fonctionne plus sous cette chaleur, si l'on ne peut plus produire assez d'eau potable, alors ces États deviennent inhabitables. C'est une menace existentielle. Absolument. Je ne sais pas non plus comment la guerre avec l'Iran va continuer. À mon avis, il faudrait simplement arrêter. C'est ce que je pense. Arrêter. Donc Trump, arrête-toi, calme-toi, excuse-toi, ce serait le mieux. Tu peux même dire, si tu veux, j'ai gagné. Il peut tweeter ce qu'il veut, ça m'est complètement égal. L'Iran a fait quelque chose d'assez intéressant. Il a rouvert le détroit d'Ormuz pendant une journée. Et ce faisant, il a en quelque sorte tendu la main à Trump, lui a laissé une porte de sortie. Il pouvait dire « On a gagné, le détroit est de nouveau ouvert ». Bon, ils peuvent prélever leur droit de passage, peu importe, de petits compromis, ça fait partie du jeu. Mais les Américains ne l'ont pas fait. Ils continuent leur pseudo-blocus. Pourquoi? Franchement, je ne comprends pas, c'est vraiment inexplicable pour moi. C'était pourtant une occasion à saisir. La question au fond, c'est toujours la même. Comment sortir d'une situation pareille sans perdre la face? C'est bien ça l'enjeu. Pendant la crise de Cuba, Kennedy a dit « J'ai gagné parce que Khrouchtchev a retiré ses missiles nucléaires de Cuba. » Et Khrouchtchev, lui, a dit chez lui « J'ai gagné parce que Kennedy a retiré ses missiles de Turquie. » À l'époque, le monde était encore isolé. Les Soviétiques lisaient leurs journaux, les Américains lisaient les leurs. Internet, dans ce sens-là, n'existait pas.
in dem Sinne gab's nicht. Es gab kein YouTube, es war nicht vernetzt. Il n'y avait pas YouTube, rien n'était connecté. Il n'y avait pas de smartphone. Les gens se sont juste dit « Ah, on a gagné. Super, on continue. » Mais maintenant, Trump a aussi besoin d'une histoire qui lui permette de dire « J'ai gagné ». Et comme tu le dis, il y avait une occasion qu'il aurait dû saisir, mais il ne l'a pas fait. À la place, il a posté une image « Je suis Jésus ». Tu vois, je me demande à quel point la confusion est grande, et à mon avis, elle l'est vraiment. J'ai vraiment le sentiment que Trump et Netanyahou sont en ce moment les deux hommes les plus dangereux de la planète. Jeffrey Sachs, l'économiste vedette américain de l'Université Columbia à New York, il enseigne encore, il débat encore, il voyage beaucoup, il écrit beaucoup, a déclaré que Trump était devenu fou, un cas clinique, c'est ainsi qu'il l'a qualifié. Eh bien, Antonio Gramsci a fait remarquer que dans les périodes où l'ancien ordre social s'effondre, mais où le nouveau n'est pas encore né, ces temps-là engendrent des monstruosités, des monstres. Est-ce que Donald Trump et peut-être aussi Friedrich Merz seraient de tels monstres? Moi, je dis toujours que tout le monde fait partie de la famille humaine. C'est un exercice difficile, non? Merz aussi fait partie de la famille humaine. Un cas compliqué, lui aussi. Vraiment compliqué. Et puis Strack-Zimmermann. Elle a dit que l'Iran était la plaie du monde. Franchement, mais qu'est-ce que c'est que cette déclaration? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans ce cas de l'Allemagne? Il y a quand même 90 millions de personnes qui vivent en Iran. On ne peut pas dire que c'est la peste. Comment peut-on parler ainsi d'un peuple entier? Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut toujours faire attention à ce genre de dénigrement. Et moi, je dis, ils font partie de la famille humaine. Trump aussi, Netanyahou aussi, Strack-Zimmermann, Merz, tous les Iraniens, tous les Russes, tous les Ukrainiens, tous les Allemands, tous les Espagnols et même tous les Suisses. Bref, les 8 milliards d'êtres humains font partie de la même famille humaine. Je pense simplement qu'on devrait beaucoup plus se baser sur le droit international. Parce que cette idée du genre « on va bombarder toutes les ponts et toutes les écoles en Iran », franchement, à quoi ça rime? Ou alors, on détruit encore les infrastructures, disons les terminaux de gaz naturel liquéfiés. Tu as déjà vu ces terminaux? Ils sont énormes. Toi, tu es un homme qui a beaucoup voyagé, tu connais tout ça? Mais la plupart des gens n'ont aucune idée du nombre de tuyaux qu'il y a là-dedans. J'étais une fois à Vienne. Tu sais, quand on est à Vienne, on donne une conférence, puis on prend la route vers l'aéroport. On passe devant cette énorme raffinerie de l'OMV. Tu la connais aussi? Juste à côté de l'autoroute. La semaine dernière, j'étais en Autriche, et sur le chemin de l'aéroport, on est repassé par là. Et j'ai dit, regarde, c'est la plus grande installation d'Autriche. Mais au Qatar ou aux Émirats, il y en a des encore plus grandes. Et comment veux-tu défendre un site comme ça contre un essaim de drones? Si j'étais l'Iran, par exemple, j'enverrais peut-être 100 drones. Les autres en abattent 80, mais 20 passent. Ou tu en envoies 50, ils en interceptent 48. Et si 2 atteignent la cible, avec assez d'explosifs à bord, boum, tout est détruit. Des milliards ont été perdus en une seule journée. Et c'est pour ça que je dis, oui, ces hommes sont dangereux. Et il faut leur répondre. Il faut leur dire non. C'est comme ça que je le formulerai. Je ne dirais pas que ce sont des monstres, parce que dans ce cas, les gens auraient l'impression qu'il faut les éliminer. Je dirais plutôt qu'ils sont dangereux et qu'il faut dire clairement « nous ne voulons pas de ça ». Il faut aussi dire davantage « nous ne voulons pas de guerre avec la Russie ». La plupart des gens en Allemagne ne veulent pas de guerre avec la Russie. Ils disent « s'il vous plaît, résolvez la question en Ukraine de cette façon. Que l'Ukraine déclare qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN, qu'elle reste neutre et que les territoires conquis par la Russie appartiennent désormais à la Russie. » Et voilà,
l'affaire serait réglée. Cette décadence intellectuelle dans les pays occidentaux, attaquer un pays alors qu'on pouvait savoir qu'il allait se défendre et que cela provoquerait en quelque sorte un effet boomerang, est-ce le signe d'une certaine perte de contact avec la réalité? Je le pense, oui. Quand les élites occidentales se comportent ainsi, est-ce le reflet du déclin de l'Occident dans son ensemble? Est-ce qu'on assiste ici au dernier soubresaut d'un ordre social en train de mourir? Alors bien sûr, il y a différentes positions. Si je définis l'Occident comme les pays de l'OTAN, ça fait 32 États. Dans le monde, on en compte 193. Donc je prends ces 32-là. Parmi eux, il y a les États-Unis, avec Trump. Et là, on voit bien qu'on a un énorme problème, c'est clair. Parmi ces 32, il y a aussi l'Allemagne, avec Merz. Et là aussi, on voit qu'on a un énorme problème. Merz aurait depuis longtemps dû appeler Poutine et lui dire « Écoute, il faut qu'on trouve un moyen d'apaiser la situation, parce qu'on a besoin de ton énergie, sinon notre économie s'effondre. » Ce serait un travail tout à fait normal, parce que la mission de Merz, en principe, ce serait justement de protéger le peuple des dommages. Il a prêté serment pour ça. Et c'est pas juste un truc du genre « on le fait si on a le temps ». Non, c'est son devoir. Alors, quand tu dis qu'il y a des problèmes à l'Ouest, ben oui, évidemment qu'il y en a, et des énormes. Mais on a aussi vu la position de Pedro Sánchez, et là c'est vraiment la position de l'Espagne. Et je me dis que les Européens sont peut-être un peu lents, mais certains commencent à comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Est-ce que les Européens vont continuer à suivre aveuglément l'impérialisme américain? Je veux dire, les Danois ne veulent pas que Trump achète, bombarde ou conquiert le Groenland ou quoi que ce soit d'autre. Je pense que l'OTAN, ces 32 États, traversent une crise profonde. Et je crois qu'il est tout à fait possible que quelque chose de complètement nouveau en ressorte. Là, je veux être un peu optimiste et dire, peut-être qu'on en viendra à dire qu'il est temps de tourner la page de l'impérialisme américain. Pour l'Allemagne, ça voudrait dire sortir de l'OTAN. Ça voudrait dire aussi dire que les 38 000 soldats américains rentrent chez eux, gentiment invités à le faire. Et oui, c'est possible. Je ne sais pas comment la situation va évoluer dans le Golfe Persique, mais il se pourrait bien que le Koweït, les Émirats, le Qatar et Bahreïn ne rouvrent plus leurs bases militaires américaines. C'est de la spéculation, je n'en sais rien. Mais je sais que les Iraniens insistent pour que toutes les bases militaires américaines dans le Golfe soient fermées. Si c'est bien le cas, alors, dans le cadre de l'étude de l'impérialisme américain, c'est pour moi un moment où l'Empire s'est trop étendu, au point de devoir fermer des bases. C'est aussi un moment où l'Empire s'est trop endetté, ce qui est évident, et où il n'arrive plus à convaincre dans sa communication publique. Qui croit encore Trump? Qui le voit comme un dirigeant sage? Les Chinois, sûrement pas. Les Russes non plus. Les Brésiliens, pas davantage. Les Espagnols non plus. Et je pense que les Saoudiens non plus. C'est l'hypothèse de l'historien français Emmanuel Todd qui dit que les Américains vont peu à peu perdre leurs vassaux. En ce moment, de nouveaux territoires d'influence sont redéfinis sur le plan géopolitique, en référence à la doctrine Monroe de 1823. Les Américains disent en quelque sorte « Nous mettons de l'ordre dans notre arrière-cour, qui inclut aussi l'Europe, et les autres peuvent garder la leur. » Alors, d'après ce que j'ai compris de la doctrine Monroe, c'était assez simple. Les États-Unis sont de l'autre côté de l'Atlantique. Et les Espagnols, les Britanniques et les Français, les trois grandes puissances coloniales européennes, n'ont pas le droit d'y aller. Ils ne peuvent pas être à Cuba,
ni au Venezuela, ni au Brésil. Ils ne peuvent pas non plus être au Mexique. Et c'était en fait ça, l'idée de la doctrine Monroe. Les Européens, restez donc de votre côté de l'Atlantique. Ça a conduit les Américains à chasser les Espagnols de Cuba. Exactement. En 1898, ils les ont expulsés. Et les Cubains se sont d'abord réjouis. Ils ont cru « Ah, voilà les libérateurs. Maintenant, on est libre. » Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'était en fait les nouveaux maîtres de maison. Et les Américains ont ensuite pris aussi les Philippines comme puissance coloniale et ainsi de suite. Autrement dit, cette doctrine Monroe, à mon avis, c'était simplement un message adressé aux Européens. Partez d'ici, on veut coloniser ou contrôler toute la région nous-mêmes. Et aujourd'hui, je vois la situation un peu de la même façon. Il faut qu'on se confronte sérieusement au phénomène de l'impérialisme américain. Et mon conseil aux Européens, c'est de ne surtout pas suivre aveuglément les États-Unis dans toutes ces guerres. Tu sais, quand Clinton a bombardé la Serbie en 1999, les Français étaient de la partie. Les Allemands ont aussi bombardé. C'était encore sous Gerhard Schröder et Joschka Fischer. Les Espagnols ont bombardé. Les Danois, les Norvégiens, les Turcs, les Italiens aussi. Les Américains ont dit « Nous faisons la guerre » et tous les pays de l'OTAN ont suivi. Et ça, je ne le vois plus aujourd'hui. On a été plus critique cette fois. Mais s'il y a un point sur lequel je peux le féliciter, c'est plutôt celui-là. Quand il a dit « Libérer par la force le détroit d'Ormuz », je ne participerai pas à ça. On verra bien. Oui, on verra. Mais en tout cas, la Bundeswehr n'a absolument aucune mission là-bas. Elle n'a pas à libérer le détroit d'Ormuz. Et d'ailleurs, elle n'en a pas les moyens. Mais comme tu le dis très justement, les cartes sont rebattues. Le terrain de jeu maintenant, c'est aussi l'Eurasie. Et moi, je recommanderais que l'Europe et aussi l'Allemagne entretiennent des relations pacifiques avec la Chine et la Russie. Tu sais, importer du pétrole et du gaz de Russie vers l'Allemagne, vendre des produits allemands en Chine et acheter des produits chinois en Allemagne. C'est comme ça qu'on pourrait assurer la prospérité, la richesse et la sécurité pour les 50 ou 100 prochaines années. Ce qui n'est pas une bonne idée, c'est de dire « on ne veut rien avoir à faire avec la Chine, ils sont méchants. Et on ne veut pas de pétrole ni de gaz de Russie, ils sont méchants. » On s'accroche maintenant complètement à Washington. Et quand eux tomberont de la falaise, on se jettera derrière. Franchement, ce n'est pas une politique intelligente. Cette loyauté envers les États-Unis, cette loyauté des élites européennes, est-ce que ça a à voir avec le fait que ces élites ont lié leur carrière à des organisations transatlantiques? Je pense, en partie, oui. Ce sont évidemment des réseaux. Et disons que de 1945 à 1991, ça a peut-être aussi fonctionné comme ça. On disait simplement, je répète toujours ce que dit le président américain, et comme ça, je deviens plus riche. C'était peut-être juste ça, le plan, rien de très compliqué. Mais du coup, on a très peu critiqué la guerre du Vietnam. On disait plutôt, oui, non, c'est important que vous combattiez le communisme là-bas et tout le reste. On n'a peut-être pas non plus critiqué le coup d'État en Iran en 1953 parce qu'on disait, oui, non, les Iraniens, ils sont dangereux ou quelque chose comme ça. En fait, on a laissé passer beaucoup de choses. On a suivi le mouvement. La Libye avait déjà été bombardée en 1986. Non? À l'époque, on disait, bon, c'est comme ça, il faut le faire, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on est dans une situation complètement différente. Et je pense que les Européens se rendent compte aussi que ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, cette idée selon laquelle on envoie les chars Léopard en Ukraine et ensuite Zelensky roule jusqu'à Moscou et bat Poutine. Ça, dès le départ, c'était complètement... Enfin voilà. Merz a dit que Poutine n'avait aucune chance de gagner cette guerre. Oui, c'est ce que dit Merz, mais il se trompe.
Poutine, lui, insistera toujours sur ce qu'il a répété depuis le début, que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Et si l'OTAN perdait la guerre en Ukraine, il faudrait quand même se poser des questions et dire, est-ce que ce ne serait pas mieux, d'abord, de dissoudre l'OTAN, c'est ce que je proposerais, ou bien que l'Allemagne en sorte? On appelle la Russie et on dit « Bonjour, on va reconstruire, dans le cadre de l'OSCE ou d'autres structures, un système pan-européen. Parce qu'il nous faut bien une forme d'infrastructure de sécurité en Europe, où l'Allemagne, la France, la Pologne, la Roumanie, l'Ukraine et la Russie puissent simplement se dire « Allez, on va pas s'entretuer ». C'est en fait toujours la meilleure situation, parce qu'en Europe, on a déjà mené tellement de guerres les uns contre les autres. Il n'est vraiment pas nécessaire de dissoudre l'OTAN et de rejouer les anciens conflits. Ce serait une catastrophe. On détruirait tout. Mais moi je pense, enfin, ma vision, ou plutôt mon espoir, en tant que chercheur pour la paix, ce serait qu'on arrive en Europe à un moment où l'on puisse dire « Cette guerre en Ukraine a été une grave erreur. Elle a été provoquée par l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Et au bout du compte, elle a été déclenchée par le coup d'État sur le Maïdan, le 20 février 2014. Ensuite, il y a eu la guerre civile, que toi tu as étudiée de très près. Puis il y a eu l'invasion russe, illégale, certes, mais bel et bien provoquée. Et maintenant, nous voilà dans cette situation, en 2026. Comment veut-on continuer? L'idée de Merz, cette confrontation totale avec la Russie, je la trouve complètement erronée. C'est une erreur stratégique, tout simplement. Il faut toujours regarder les cartes et se demander où se trouve l'Europe, où se trouve l'Allemagne, où se trouve la Russie, et où sont les ressources. Avec qui peut-on commercer? Et là, franchement, je pense qu'il faudrait, de la part de la politique allemande, du Parlement aussi, un peu plus de courage pour dire « le gouvernement se trompe ». Nous devrions faire la paix avec la Russie. Oui, là, il faudrait vraiment aussi des excuses. Un peu comme Willy Brandt, quand on dit « bon, ça ne s'est pas très bien passé, on est désolé ». Quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas encore perdu l'espoir que l'axe Berlin-Moscou puisse se rétablir un jour. En ce moment, il est brisé. Mais c'est comme une jambe cassée. On sait que ça peut guérir. Il faut juste la soulager. Quand une jambe est cassée, tu ne peux pas continuer à sauter dessus. Il faut d'abord la ménager. La race minks smalling in all for Messick today. Et puis, on peut organiser des rencontres d'amitié. On peut présenter des excuses, c'est important. On peut aussi faire des choses ensemble, un peu comme la diplomatie du ping-pong entre les Chinois et les Américains. On pourrait imaginer des matchs de football, par exemple. Je ne sais pas tout ce que je proposerais, mais pourquoi pas des tournois d'échecs avec les Russes? Il y a plein d'idées possibles. Parce que je pense que les Russes ont, au fond, un attachement à l'Europe. Après tout, jusqu'à l'Oural, la Russie fait partie de l'Europe. Alors pourquoi devrions-nous dire à Moscou, pour les 30 ou 50 prochaines années, vendez tout votre pétrole et votre gaz aux Chinois? Je ne vois pas pourquoi. Bien sûr, ils peuvent commercer avec la Chine. La Russie est assez grande pour ça. Mais pour nous, en Suisse comme pour tout le monde en Autriche et en Allemagne, il est vraiment important de pouvoir commercer pacifiquement avec la Russie et d'y acheter des matières premières à bon prix. Pour moi, c'est une évidence. Il faut que ça marche. C'est pour ça qu'on a des diplomates. Ils ont été formés pour ça. Ils doivent aller là-bas et dire, surtout s'ils parlent russe, ce qui n'est pas mon cas, dire « Écoutez, les temps ont été difficiles, et nous ne vous avons pas toujours traité avec bienveillance. Mais il n'est pas nécessaire non plus d'abandonner complètement la position qu'on avait auparavant. » On peut toujours dire que l'invasion de l'Ukraine reste une violation du droit international.
Mais on voit aussi que l'élargissement de l'OTAN, auquel nous avons donné notre accord, puisque chaque pays doit approuver, eh bien, ce n'était pas une bonne chose non plus. Et maintenant, avec les États-Unis, on voit bien qu'ils ont aussi organisé le coup d'État. En ce moment, on est en train de réévaluer tout ça. Seriez-vous prêt à ce qu'on organise un tournoi d'échecs amical? Et si on le fait, vous pouvez même gagner. Est-ce qu'après ça, vous seriez prêt à rouvrir les gazoducs Nord Stream et à nous fournir à nouveau du gaz à bon prix? Parce qu'on en a besoin. On ne peut pas dire qu'on va se passer d'énergie. Franchement, c'est quoi ce plan? L'historien, le docteur Daniel Ganser, affirme que l'attaque de la Russie contre l'Ukraine était illégale, mais que l'OTAN l'a provoquée par son expansion vers l'Est, notamment à travers le coup d'État sur le Maïdan. Il estime qu'il faut maintenant rétablir les relations avec la Russie, en particulier dans le domaine de l'énergie, et que l'OTAN doit être dissoute. Merci beaucoup pour cet entretien, ici à Contre-Courant. Nous vous présentons des positions et des points de vue que les médias de propagande passent sous silence. Welche die Propagandamedien verschweigen.